Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce café scientifique Ivado. Mon nom est Alexandre Gertin-Pasquier, je suis le coordonnateur aux activités scientifiques et étudiantes pour Ivado. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer, de vous voir ou de revoir aujourd'hui. Donc, bienvenue à ce café scientifique où nous aurons la chance de voir les travaux du laboratoire d'Aurélie Lab. Avant de commencer, tout simplement, vous mentionnez le déroulement de la journée. Donc, cet événement-là, il y aura une petite présentation de ma part sur les services aux étudiants d'Ivado, suivie d'une présentation du comité intersectoriel étudiant par la coprésidente du comité, Laura Galliano. Et ensuite, donc, une présentation d'Aurélie et de son étudiante postdoctorante, Mélina. S'en suivra une période de questions. Donc, vous êtes invités à poser vos questions directement dans le chat et nous pourrons donc y répondre à la fin, en considérant donc le temps qu'il nous restera donc, pour répondre aux questions. Donc, sans plus tarder, juste vous faire une petite présentation donc, de l'accompagnement étudiant chez Ivado. Rapidement, ces services-là dépassent de beaucoup les bourses que nous pouvons offrir aux étudiants, que nous offrons depuis notre création en 2016. L'accompagnement étudiant est basé sur 3 objectifs principaux que vous voyez à l'écran. Donc, soutenir le développement, la valorisation de la recherche produite par les étudiants et les étudiantes avec les stagiaires postdoctoraux en intelligence numérique. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur vos projets de recherche également. Ça prend plusieurs formes. On a développé des portraits étudiants que vous avez probablement vus, entre autres choses, sur notre dernière infolettre étudiante mensuelle, mais aussi des événements plus gros, dont l'événement Mon projet de recherche Ivado en 180 secondes, qui a eu lieu en avril dernier, et notre événement phare donc pour la communauté étudiante, Octobre numérique, qui aura lieu pour la 2e édition, donc en octobre prochain, le 28 et le 29 octobre, donc qui sera l'occasion finalement pour faire rayonner la recherche étudiante autour de thèmes fédérateurs et aussi de mettre en valeur justement les étudiants, les étudiantes qui auront participé à toutes sortes de projets, de programmes qu'on offre au fur et à mesure de l'année. Aussi, l'accompagnement étudiant chez Ivado, c'est le soutien au développement professionnel et aux compétences transversales chez nos étudiants. Donc, vous allez voir, on va dévoiler notre calendrier d'activités prochainement pour la session d'automne 2021, mais vous l'avez sûrement déjà constaté dans la dernière année et demie. Donc, toutes sortes de formations en lien avec les compétences transversales, donc la communication, la valorisation de la recherche, mais aussi d'accompagnement professionnel, entre autres via notre foire aux stages et emplois, mais aussi par des ateliers avec des professionnels pour vous aider justement à faire le lien avec l'aspect professionnel, que ce soit le développement de carrière, la carrière d'un professeur, mais aussi l'intégration au niveau des startups ou de l'industrie ou même du secteur public. Et c'est à suivre pour les prochaines semaines, prochains mois. Et finalement, dernier aspect, développer et soutenir une communauté étudiante dynamique et inclusive au sein de notre communauté en intelligence numérique. Et une de ces actions-là, c'est la création du comité intersectoriel étudiant, dont va nous faire part notre coprésidente, donc Laura Galliano. Donc Laura, je te passe la parole et merci d'être là encore une fois. Merci Alexandre, merci tout le monde d'être là. Bienvenue parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Laura, je suis, comme Alexandre avait mentionné, la coprésidente du comité intersectoriel étudiant d'Ivado. Et puis, au nom du comité, j'aimerais dire un grand merci à nos 2 conférencières aujourd'hui. On a très, très hâte de vous écouter. Juste rapidement, si vous ne connaissez pas encore notre comité étudiant, on est un groupe de 7 étudiants et puis on représente et on soutient toute la communauté étudiante Ivado. On organise des événements, comme Alexandre a mentionné. Et puis, si vous êtes intéressé par l'intelligence numérique, vous pouvez nous suivre sur Facebook. On a une page Facebook avec toutes nos nouvelles. Sinon, vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolette. C'est presque mensuel. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions pour nous par rapport à la vie étudiante en intelligence numérique, vous pouvez nous écrire sur Facebook ou aussi avec notre adresse courriel. Donc, on va mettre tous ces liens-là dans le chat pour vous. Et sans plus tarder, je vais présenter aujourd'hui, on va écouter prof Aurélie Lab. Elle est professeure
agrégée au département de sciences de la décision à HEC. Et puis, elle sera accompagnée de Dr. Mélina Ribaud, qui est chercheur postdoctoral dans son laboratoire. Donc, je vous souhaite une bonne conférence et merci encore. C'est à vous, Prof. Lab. Merci. Je vais juste partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez? Oui, ça fonctionne. C'est pas en plein écran encore. Oui, non, je suppose. Je vais me mettre en plein écran. Est-ce que là, ça marche? Voilà, ça fonctionne, oui. Voilà. Bon, merci pour l'invitation. Merci aux participants. Donc, le but aujourd'hui de ma présentation, c'est de vous présenter en fait mon laboratoire, mon groupe de recherche, et puis vous donner un petit peu une vision générale des projets de recherche que j'ai au sein de mon laboratoire et des différents axes de ma recherche. Alors, juste pour vous dire que ça, ce sont les organismes qui financent ma recherche depuis maintenant plusieurs années. Je suis titulaire d'une chaire FRQ Ivado en sciences des données à HEC Montréal. Et puis, mes projets de recherche, en plus de la chaire, sont financés par différents organismes canadiens et provinciaux, notamment le CRSNG, les IRSC, donc c'est les instituts de recherche en santé, MyTax, puis le FRQ et puis Ivado, bien sûr. Alors, juste très brièvement, mon parcours académique, j'ai fait mon bac en France en 98 avec une formation en mathématiques pures et mathématiques appliquées. Je suis venue ensuite à Montréal, ça fait 23 ans que je suis là. J'ai fait ma maîtrise à l'Université de Montréal en statistique. J'ai eu mon PhD en statistique aussi à l'Université de Waterloo. Et puis ensuite, j'ai été professeure dans 3 universités différentes. À l'Université Laval, ensuite à McGill, à la faculté de médecine pendant 8 ans. Pendant 7 ans. Et ensuite, depuis 2016, je suis à HEC, où je suis donc professeure au département des sciences de la décision. Donc, mes axes de recherche en sciences des données, en fait, j'ai 3 principaux axes. J'ai de la recherche méthodologique et de la recherche très appliquée. En ce qui concerne la recherche méthodologique, j'ai 2 domaines d'application majeurs, tout ce qui est transport et puis le domaine de la santé. En fait, j'ai commencé ma carrière, en fait, je suis biostatisticienne de formation. Donc, vraiment, la santé est une composante importante de ma recherche. Et je me suis aussi intéressée depuis quelques années au domaine du transport. J'ai aussi des projets qui sont très appliqués, qui ne sont pas méthodologiques, donc vraiment des collaborations avec des chercheurs dans des instituts de recherche en santé. J'ai des étudiants aussi qui travaillent donc, sur des choses très, très appliquées. Dans mon laboratoire, on y a en ce moment 9 étudiants, c'est-à-dire deux étudiants post-doc. C'est Hassan, je vous ai mis les photos, Hassan et Mélina. Mélina est ici aujourd'hui, donc elle vous parlera de son projet. J'ai 5 étudiants de doctorat, ils sont là, il y a Cheng-Su, Madi, Anthony, Mengying et Youssef. Parmi ces 5 étudiants, j'en ai 3 qui commencent et puis 2 qui sont quand même bien avancés. J'ai 2 étudiants qui ont terminé dans les dernières années. J'ai aussi 2 étudiants de thèse, maîtrise. Puis j'ai aussi plusieurs étudiants de maîtrise projet. Nous, il y a ça à HEC, donc ils viennent et qui partent parce que ça dure 3 mois. Donc, je les compte pas, entre guillemets, dans mon laboratoire en permanence, mais j'en ai vraiment plusieurs qui viennent chaque année. Alors, voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous parler brièvement de 3 projets de mes étudiants pour vous donner un petit peu une idée des projets sur lesquels on travaille. Alors, le premier projet, c'est celui de Hassan, qui est donc un chercheur postdoctoral qui est avec moi depuis 1 an et demi maintenant et qui travaille sur les modèles de processus de convolution pour des données de crash, en fait, des données d'accident sur un réseau routier. Alors, c'est une collaboration avec Alexandra Schmidt qui travaille à McGill en biostatistique. Et puis, c'est aussi une collaboration industrielle puisque maintenant, le projet, depuis quelques mois, est financé par MyTax avec Intact Assurance. L'objectif de ce projet, en fait, c'est de fusionner 2 types de données. Des données de télématique, donc des données d'assurance, je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant, et des données de collision, donc des données d'accident qui proviennent de rapports de police. Et l'idée, c'est de vraiment fusionner ces 2 types de données pour évaluer le risque de collision sur un réseau routier. Donc, ce qu'on cherche à produire, c'est vraiment un type de carte, comme vous voyez ici sur la droite. Là, c'est la carte de la ville de Québec, dans lequel on peut vraiment donner un profil de risque d'accident routier sur la carte. Donc, en rouge, ça serait les points les plus dangereux, puis en vert, c'est les points les plus sécuritaires. Donc, un petit peu, c'est l'idée générale du projet.
Alors, donc, les deux sources de données qu'on utilise, donc, comme j'ai dit, c'est les données d'accidents sur le réseau routier qui proviennent des rapports de police, mais il y a aussi les données qu'on appelle de télématique. C'est des données qui proviennent de compagnies d'assurance, parce qu'en fait, depuis une dizaine d'années ou même plus, les grosses compagnies d'assurance offrent tout un produit d'assurance auto qui s'appelle Pay as you drive. Alors, Pay as you drive, on n'est pas obligé de faire ce programme-là, mais l'idée, c'est de dire, plutôt que de payer un montant fixe à mon assurance chaque année pour ma voiture, sachant que si je suis un homme jeune, je vais payer beaucoup plus cher que les autres, l'idée, c'est vraiment de payer en fonction de mon type de conduite. Donc, si je conduis sécuritaire, eh bien, de façon sécuritaire, je vais payer moins cher que si j'ai une conduite dangereuse. Donc, ça implique notamment pour les compagnies d'assurance d'aller monitorer en fait la conduite de ces usagers, de ces clients, pour une période de 6 mois, pendant laquelle la compagnie va évaluer le type de conduite du client pour ensuite calculer le montant de l'assurance. Alors, les données que la compagnie collecte, donc c'est les données sur tous les trajets que fait le client pendant 6 mois. C'est des données qui sont mesurées à chaque seconde, donc c'est énormément de données. C'est mesuré, alors maintenant, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est avec un téléphone, sur le téléphone cellulaire du client, donc une application. Et cette application-là a donc des capteurs GPS, d'accéléromètre, enfin, ça dépend du type d'application. Donc, on va vraiment enregistrer la trajectoire du client et chaque seconde, on va mesurer sa position GPS sur le réseau routier et donc pouvoir calculer la vitesse, l'accélération et dériver certaines mesures de bonne conduite du client. Les données qu'on a, ce sont des données qui sont au niveau du lien routier et des intersections. La figure que je vous montre en bas, c'est un schéma d'un petit, juste pour une illustration, d'un petit réseau routier. Donc, vous reconnaissez les routes, vous reconnaissez les intersections. Et entre deux points, il y a donc un segment de route qu'on appelle un lien routier. D'accord? Donc, nous, l'unité de mesure sur lesquelles on a des données, c'est sur chaque lien. Donc, c'est des données agrégées. Donc, je ne travaille pas avec les données de chaque client d'Intact individuellement, mais ce que je vais regarder, c'est sur mon réseau routier, je vais regarder toutes les personnes qui sont passées sur un lien routier, donc sur un segment, et puis je vais calculer à partir de toutes les données que j'ai sur ce lien routier, je peux calculer différents indicateurs, comme par exemple, très facile, la vitesse moyenne des gens qui passent sur le lien. D'accord? Donc, j'ai la vitesse moyenne, j'ai l'accélération, j'ai des mesures de congestion. Tout ça, c'est donc des données agrégées au niveau du lien routier. Et sur ce même lien routier, j'ai aussi les informations du rapport de police, des rapports de police qui me donnent le nombre d'accidents que j'ai observés. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre le comportement des conducteurs, leur vitesse, accélération, etc. sur les liens et le nombre d'accidents qu'on a observés sur ces liens-là. Alors, les grands défis de ce type de projet, c'est d'abord de prendre en compte la corrélation spatiale qu'on a dans les données. Et notamment, ce n'est pas n'importe quelle structure de corrélation spatiale, c'est une structure de réseau ici. On est sur un réseau routier, on n'est pas dans un espace continu. Un accident ne peut pas arriver n'importe où sur l'espace, mais il arrive sur une route. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis, on veut aussi pouvoir faire à la fois de la prédiction, donc prédire des accidents qui vont arriver sur des liens routiers, prédire un nombre d'accidents, mais aussi pouvoir faire de l'inférence. Donc, l'inférence, ça veut dire être capable de quantifier l'association entre la vitesse moyenne qu'on observe, par exemple, et le nombre d'accidents. Donc, si on veut pouvoir faire à la fois de l'inférence et de la prédiction, les modèles typiques d'apprentissage machine, de réseau profond, etc., ce n'est pas forcément la meilleure façon d'aborder le problème parce que pour ce qui est de l'inférence, ces modèles-là ne sont pas les meilleurs. Et bien évidemment, la taille des données, parce que bon, même si je vous montre un réseau ici qui est minuscule, on analyse des villes entières. Et juste pour vous donner une idée, là, Intact Assurance, elle a à peu près 1 demi-million de clients qui utilisent cette application-là. Une grande partie au Québec, en Ontario. Donc, on a 6 mois de conduite pour chaque. En fait, c'est plus que 6 mois, c'est parce que la conduite est monitorée en permanence. Les premiers 6 mois sont utilisés pour vraiment avoir un baseline sur la conduite. Mais donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, vous pouvez bien l'imaginer. Mon postdoc travaille donc afin de modéliser ces données-là sur ce qu'on appelle des processus gaussiens. Là, je vous mets juste les mots-clés, juste pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'il fait. Donc, c'est des processus gaussiens pour modéliser les accidents sur le réseau.
Et puis, alors évidemment, dans les processus gaussiens, il y a très vite un problème de grande dimension de données qui vient se poser lorsqu'on a vraiment beaucoup de points sur le réseau, ce qui est notre cas, même si ce n'est pas le cas de mon petit graphique. Mais donc, il y a des techniques de convolution en fait, qui permettent de réduire la dimension du problème. Et donc, c'est ce qu'on utilise aussi. Et puis, on va aussi ajouter un autre ingrédient qui est l'utilisation d'un noyau. Donc, un kernel, c'est un des ingrédients du processus gaussien qui, lui, prend en compte spécifiquement la structure du réseau. Donc, mettre en place ces trois ingrédients ensemble, un processus gaussien avec la technique de convolution qui permet de réduire la dimension des données, en incluant aussi un kernel spécifique qui prend en compte le réseau. Eh bien, ça, c'est trois ingrédients qu'on met ensemble pour produire un nouvel outil méthodologique qui permet donc de répondre à la question. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est une carte d'un réseau routier où on a estimé, où on peut prédire le nombre d'accidents, donc enfin le taux d'accidents. En rouge, c'est quand c'est très dangereux, en vert, c'est quand c'est pas dangereux, sur les points qu'on a observés dans le réseau. Vous voyez qu'il y a des endroits du réseau pour lesquels on n'a pas de données parce qu'en fait, on n'a tout simplement pas assez de monde qui sont passés par cet endroit-là sur le réseau routier pour qu'on puisse calculer la vitesse moyenne, l'accélération et tout ça. Donc, on n'a pas des points sur tout le réseau. D'accord? Mais par contre, avec ce genre de modèle-là, on est capable quand même de faire de la prédiction complète, de faire un espèce de lissage pour obtenir justement une prédiction continue sur le réseau au complet. Donc, ça, c'est des choses qui sont très intéressantes pour les villes, notamment à avoir comme information. Donc, c'est vraiment un projet en sécurité routière avant tout, même si on utilise des données d'assurance pour nous aider là-dedans. Donc voilà, ça c'est un exemple de projet. Je vais vous donner un autre exemple de projet d'une étudiante de doctorat, Cheng Su, qui est en 3e année de doctorat. Alors, Cheng Su travaille sur tout ce qui est corrélation et données multisources. Alors, c'est un projet qui est assez méthodologique. La question de recherche ici, c'est de vouloir calculer la corrélation entre deux groupes de variables, d'accord, X et Y, et de se dire que cette corrélation pourrait varier en fonction d'un troisième ensemble de variables, Z. Alors, je vais vous donner un tout petit exemple ici. Imaginez qu'on ait une seule variable X, une seule variable Y, et non pas plusieurs X et plusieurs Y. Donc, si je regarde tout simplement le graphique de X en fonction d'Y, vous voyez un nuage de points ici, on peut voir qu'il y a une certaine corrélation entre X et Y, puis si je la mesure, cette corrélation, elle est à 0,32, d'accord ? Maintenant, si j'avais une autre variable Z que je voudrais prendre en compte, par exemple, l'âge des personnes, d'accord, et que je voulais séparer mes sujets en fonction de la variable Z, d'accord? Donc, ignorez mes valeurs ici, 0,01, c'est juste pour le petit exemple, d'accord? Mais imaginez que j'ai à gauche le groupe de sujets avec un âge jeune, d'accord? Et puis à droite, le groupe de sujets avec un âge plus âgé, donc une grande valeur de Z. Alors, si je reprends la corrélation de X en fonction d'Y dans le groupe de gauche, vous voyez que dans ce groupe-là, en réalité, il n'y en a pas de corrélation entre X et Y, puis la corrélation, elle est à 0,018. Alors que si je me place dans le groupe des gens âgés, Z est plus à une grande valeur, eh bien, j'ai une très forte corrélation, 0,74. Alors, en fait, si j'ignore ce Z complètement, cette variable Z, et que je regarde juste ma corrélation entre X et Y, eh bien, c'est celle du début. C'est une espèce de moyenne entre le 0 et le 0,7, d'accord? On obtient 0,32. Et vous voyez qu'en fait, on manque un gros morceau de l'histoire si je regarde tout simplement la corrélation entre X et Y sans prendre en compte la variable Z, d'accord? Alors ça, c'est un petit exemple très simpliste, mais en réalité, nous, on s'intéresse à des problématiques dans lesquelles j'ai plusieurs variables X et plusieurs variables Z. Plusieurs variables X et plusieurs variables Y. Ça, c'est un exemple, on travaille sur des données en santé. C'est un exemple où on veut regarder, est-ce qu'il y a une corrélation entre les mesures génétiques, ce que vous voyez à gauche, c'est un ADN, les mesures génétiques des personnes et les mesures dans leur cerveau. Certaines mesures, donc là, on travaille sur l'Alzheimer. Dans le cerveau, on peut mesurer notamment l'accumulation d'une protéine amyloïde bêta dans différentes régions du cerveau. Et ça nous dit si la personne elle est atteinte d'Alzheimer. Plus on observe cette protéine-là, plus on a de risques que la personne soit malade. Alors, ici, on a donc des données génétiques, ça c'est X, j'en ai 3 dans mon petit exemple. J'ai mesuré des données génétiques sur 3 gènes, par exemple. Et j'ai des données d'imagerie cérébrale, ça c'est mon Y. Ici, j'en ai 2. J'ai 2 régions cérébrales sur lesquelles j'ai mesuré des données. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a une corrélation entre la génétique et les mesures d'imagerie cérébrale.
Alors, dans mon petit exemple, je pourrais très bien regarder chaque paire de corrélations, la première mesure génétique avec la première mesure cérébrale, etc. J'en ai 6, d'accord? 3 gènes fois 2 régions. J'ai 6 corrélations à regarder. Mais dans la pratique, des gènes, je peux en avoir 4 millions à gauche et des régions cérébrales, je peux en avoir 80 000. D'accord? Donc, regardez toutes les paires de corrélations entre les deux. On est à 10 à la puissance 11 corrélations. C'est beaucoup trop à regarder. On a plein de problèmes qui sont engendrés avec cette grande dimension-là. Alors, l'idée, c'est d'utiliser un outil qui est assez connu en statistique qui s'appelle la corrélation canonique. Alors, imaginez ici, le mot SNP, c'est pour le mot gène, d'accord? Imaginez dans mon exemple que j'ai 4 gènes, d'accord? Et j'ai 3 régions à droite cérébrale. L'idée, c'est de résumer l'information des gènes en un seul facteur que j'appelle le facteur gène, le facteur génotype, qui lui est en fait une espèce de moyenne pondérée de chacune de mes 4 mesures de gènes, pondérée par des poids A1, A2, A3, A4. Et pareil, j'essaye de trouver un espèce de facteur d'épo-amyloïde, c'est donc la protéine qu'on mesure sur le cerveau, un facteur d'imagerie cérébrale qui combine mes 3 mesures sur mes 3 régions avec des poids B1, B2, B3 et j'obtiens donc une mesure de corrélation unique entre ces 2 facteurs-là qui peut vraiment me donner de façon globale est-ce qu'il y a une corrélation entre les gènes et l'imagerie cérébrale de la personne. Alors, donc voilà, donc il y a des outils qui existent pour comment trouver les poids A1, A2, B1, B2 et comment trouver cette corrélation canonique-là. Alors, cette corrélation canonique, c'est un outil très intéressant parce qu'en regardant les poids qui sont associés à chacune des variables X à gauche et Y à droite, lorsqu'on a des grands poids, par exemple, les 2 derniers gènes 3 et 4 ici ont des grands poids et la région numéro 2 a un grand poids, eh bien, ça peut nous donner une indication de quelles sont les variables importantes dans la corrélation qu'on observe entre les gènes et la région. Donc ici, ça serait les 2 derniers gènes qui seraient le plus impliqués dans la 2e région. Alors, l'idée du projet avec mon étudiante de doctorat, c'est de reprendre cette question-là de corrélation canonique, mais en se disant, qu'est-ce qui se passe si cette corrélation-là, en fait, elle dépend de l'âge, du sexe, d'autres mesures cliniques. D'accord? Donc, on pourrait observer une très forte corrélation entre les gènes et l'imagerie cérébrale, mais seulement chez les femmes, par exemple, et très peu chez les hommes, ou alors chez les personnes plus âgées, ou pas chez les jeunes. Donc, vraiment, cette corrélation-là, elle pourrait varier en fonction d'autres variables. Donc, l'idée du projet de mon étudiant de doctorat, c'est d'utiliser en fait les forêts aléatoires. D'accord? Donc, on est plus dans l'apprentissage machine ici. Et dans l'algorithme des forêts aléatoires, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut modifier le critère de split pour chaque arbre dans la construction des arbres. Et on le modifie de façon à choisir en fait les variables Z qui vont discriminer le mieux possible la corrélation entre les X et les Y. Alors, donc voilà, donc c'est l'idée principale du projet. C'est un article qui a été accepté dans Bioinformatics, le journal Bioinformatics. Et notamment, on a travaillé avec des chercheurs de Sainte-Justine sur des données de EEG et sur l'autisme pour appliquer cet outil-là. Donc voilà, c'était un 2e exemple de projet. Puis j'ai brièvement vous donner un exemple d'un 3e projet qui n'a rien à voir non plus avec les 2 autres. C'est l'analyse d'événements disruptions, désolée, je ne l'ai pas en tête tout de suite en français, dans le réseau du métro à Montréal. C'est un étudiant de doctorat qui travaille en fait en codirection avec Martin Trépanier à Polytechnique. Et en fait, c'est une collaboration avec la STM, donc la Société de transport de Montréal. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est des données qui sont absolument uniques. C'est extrêmement rare d'avoir ces données-là et la STM a été vraiment, enfin, c'est vraiment un cadeau là, de pouvoir analyser ces données-là. On a en fait les données de mouvement de train de la STM, de train de métro, je parle ici, sur une certaine période de temps, 2015 à 2018. Donc, ce que vous voyez ici, ça, c'est le réseau de métro que vous connaissez à Montréal. Mais en fait, ce qu'on a, c'est le réseau de métro, de chaque divisé en blocs, c'est-à-dire pour chacune des lignes, en fait, le réseau de la voie ferrée, en fait, est divisé en petits blocs de, ça dépend, 25, 30, 50 mètres, ça dépend. Et on a la carte complète du réseau, d'accord? Donc ça, c'est la carte des ingénieurs, des ingénieurs du métro de Montréal qui nous fournissent ces cartes-là. Et ce qu'on a, c'est qu'on a des données de mouvement, donc c'est-à-dire pour chaque segment du réseau de train, donc chaque petit bloc, on a si le bloc est
L, c'est free et O, c'est occupé. Si le bloc est occupé en temps réel, est-ce qu'il y a un train qui passe dessus à ce moment-là, sur ce bloc-là? Est-ce qu'il y a une rame d'un métro qui est en train de passer dessus? Et donc, on a ça pour chaque seconde, d'accord, sur des années et des années. Et donc, on a le mouvement de tous les métros sur tout l'axe, sur tout le réseau du métro. Et c'est d'abord une quantité de données énorme, mais c'est extrêmement riche comme données. Parce qu'on a aussi la caractéristique des blocs, on a cette carte du réseau, d'accord? On a chaque bloc, on connaît leur longueur, on connaît leur destination, sur quelle ligne ils se trouvent, sur quelle voie ils se trouvent. Donc, on va pouvoir, sur quelle station. Donc, on va pouvoir aussi prendre en compte l'environnement spatial du train, où est-ce qu'il se trouve exactement sur le réseau. Et puis, on a aussi les données d'incident de la STM, d'accord, qui nous disent que il y a eu un incident à 3h05, la reprise du métro a eu lieu à 3h19 à Cartier, il y a eu une porte voyageur qui s'est bloquée et donc la porte ne se fermait pas, il y a eu un incident. Donc, on a toutes ces données-là. Et donc, l'idée vraiment de ce projet-là, c'est de développer en fait des indicateurs de performance du réseau. D'abord, de savoir un flux normal, ça ressemble à quoi quand il n'y a pas d'incident. Comment est-ce que le métro doit bouger sur le réseau, d'évaluer l'impact des accidents et de proposer une méthode de détection d'incidents pour la STM. Alors, c'est un projet qui débute. Mon étudiant de doctorat vient de commencer au mois de janvier, donc on est au tout début du projet. Mais c'est pour vous donner une idée, ça c'est un projet très appliqué, avec des données qui sont extrêmement riches. Regardez ces données-là, il y en a facile pour 4-5 ans. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc, voilà, c'était pour vous donner une idée de quelques projets de mes étudiants. Voilà, c'est juste pour terminer. Il y en a d'autres. J'ai une étudiante de maîtrise qui travaille avec la Croix-Rouge canadienne, qui travaille sur l'analyse spatiale des aides financières reliées aux feux de forêt à la Croix-Rouge. J'ai une étudiante qui travaille, Menging, sur le développement de méthodes d'imputation basées sur la factorisation matricielle en transport. J'ai un étudiant qui regarde l'épidémiologie de la COVID-19 en maîtrise. Donc, voilà. Puis, j'ai pas mal d'autres étudiants dans mon laboratoire qui débutent, alors dont les projets ne sont pas encore forcément définis à ce stade-là. Donc, voilà, j'avais 15-20 minutes. Je pense que j'ai peut-être un petit peu dépassé, je ne sais pas, mais j'ai terminé pour mon laboratoire. Merci. Merci beaucoup, c'était parfait. Juste avant de continuer avec Dr. Ribot, il y avait une question dans le chat pour vous. Juste le lire, puis si la personne veut allumer sa caméra, santé. Allez-y. Donc, la question, c'est bonjour, Ali. Sur l'analyse du réseau routier, est-ce que l'analyse des données télématiques inclut des données sur l'état du réseau routier qui pourraient être utiles dans les prédictions et inférences? Entre guillemets, via... Oui. Non, les données de télématique ne les ont pas, parce que ce n'est pas ce qu'on mesure, l'état du réseau routier, mais par contre, on peut aller chercher d'autres mesures externes. Alors, état du réseau routier, c'est plus compliqué à avoir sur chaque lien, d'accord? Mais par contre, on peut avoir des mesures de météo, par exemple, ça c'est sûr, des caractéristiques plus environnementales qu'on peut aller chercher à l'extérieur. Mais l'état du réseau routier, ce n'est pas encore quelque chose qui est monitoré. On le voit d'ailleurs. Si c'était monitoré, je pense qu'on aurait un meilleur réseau. Mais non, ça, on ne l'a pas. Mais ça pourrait faire partie des caractéristiques. Merci, Laurent, si c'est Laurent. Voilà. Donc, je peux arrêter de partager mon écran, peut-être? Oui. Puis, Mélina, tu peux préparer, tu peux... C'est ça. Yes. Je prends la suite. Alors, hop, on est un peu loin dans la présentation. Donc, bonjour, j'y vais, du coup, c'est bon, plus de questions. Vous voyez mon écran, tout est good, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être ici de me recevoir, pour l'invitation, tout ça, c'est super. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu donc, de mon postdoc que je fais avec Aurélie et Karim. Donc, Aurélie, comme vous l'avez pu voir, est professeure à HEC et Karim est professeur à l'UQAM. Et du coup, je vais vous parler de mon postdoc que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, vu que j'ai commencé en avril de cette année, sur l'adaptation des méthodes de factorisation matricielle
au cas des données manquantes dans les études génétiques de méthylation. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que la méthylation, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. Donc, alors, la méthylation, c'est un phénomène qui est utile au bon fonctionnement de notre organisme. Et en fait, il va intervenir sur les gènes. Donc, dans chacune de nos cellules, on a un noyau qui contient notre code génétique, notre ADN. Et sur notre ADN, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu des cours de sciences et vie, il y a une suite de nucléotides, donc de paires de nucléotides. Là, j'ai représenté qu'une nucléotide sur la paire, qui sont T, C, G et A. Et en fait, sur ces nucléotides, on va s'intéresser surtout aux nucléotides C qui sont suivis de G, ce qu'on appelle les sites CPG. Parce que sur l'ADN, on représente donc les nucléotides par leur place sur l'ADN par des sites. Donc là, par exemple, le T, c'est le site 1, le C, site 2, etc. Et du coup, nous, on va s'intéresser au site CPG, donc le C suivi de G, parce que c'est uniquement ces sites qui peuvent être méthylés. Et en fait, quand on a un méthyle qui se positionne sur ces sites, on va avoir l'information qui est contenue dans ce site qui va être plus difficile d'accès. Donc, c'est ça la méthylation. Et en fait, ce phénomène va permettre à notre corps de bien fonctionner. Et parfois, lorsqu'il y a, par exemple, une maladie, eh ben, ce phénomène va être altéré. C'est-à-dire que des sites qui auraient dû être normalement méthylés ne le sont plus, et des sites qui ne devraient pas l'être le deviennent. Et du coup, donc, cette méthylation, ça peut subvenir, par exemple, suite à la pollution, donc des facteurs environnementaux, et qui peuvent être aussi à l'origine, donc l'altération de ce phénomène peut être à l'origine des cancers. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est une question qui est assez... c'est important de l'étudier. Donc, je vais vous parler maintenant des données que nous, on regarde. Donc, on va s'intéresser au niveau de méthylation. Alors, pour avoir le niveau de méthylation, tout simplement, on va prélever un échantillon de salive, de sang. Et quand on prend l'échantillon, par exemple un échantillon de sang, on va regarder une goutte de sang. Et dans cette goutte de sang, elle est composée de plein de cellules. Et là, on va regarder chacune des cellules, le code ADN. Donc là, j'ai représenté à gauche sur la figure 4 ADN qui peuvent correspondre à 4 cellules de cette goutte de sang. Et en fait, on va regarder en chaque site s'il est méthylé ou non. Donc là, par exemple, sur le site S1, donc site 1, on n'a pas de valeur intéressante parce que ce n'est pas un site qui peut être méthylé, donc on ne le regarde pas. Par contre, le site 2, on va avoir 3 cellules qui sont méthylées en ce site sur 4. Donc, on va avoir un niveau de méthylation de 3/4, donc de 0,75. Et pour le site 4, ça va être 0,5, donc 1,5. Donc, c'est comme ça qu'on obtient le niveau de méthylation. Et donc, ce niveau de méthylation est compris entre 0 et 1. Alors, maintenant, comment on récupère ce niveau de méthylation? Donc, on a 2 méthodes possibles. On a le séquençage, c'est-à-dire qu'on va regarder pour chacun des échantillons. Donc, on va avoir, par exemple, 3 patients. Donc là, il y a 3 lignes, vous voyez, dans la petite matrice à gauche. Et on a en colonne tous les sites. Et pour chaque site de l'ADN, sites CPG qui peuvent être méthylés, on va regarder effectivement si c'est méthylé ou pas. Donc, on va vraiment avoir le niveau de méthylation pour tous les sites. Donc, c'est une méthode qui est complète, mais qui est assez coûteuse. Et on a une autre méthode qui est la méthode Euray. Ici, on va mesurer seulement pour certains blocs de sites la méthylation. Donc là, par exemple, on a plus de patients. Mais par contre, vous voyez que les sites en noir, c'est là où on n'aura pas de valeur de méthylation. On aura juste les données pour certains blocs de sites. Donc voilà les 2 méthodes. Donc comme je disais, un patient, c'est une ligne et une colonne, c'est un site. Donc dans l'ADN, on a 2,8 fois 10 puissance 7 sites CPG en tout. Donc c'est énorme. Alors la problématique. Donc l'idée, en fait, c'est d'essayer de remplir justement les valeurs manquantes de la méthode Euray. Donc pour prédire le niveau de méthylation sur tous les sites de notre ADN. Donc la stratégie qu'on aimerait mettre en place, c'est de se dire que sur un certain groupe de patients, on va faire la méthode de séquençage qui est super coûteuse. Et sur un autre groupe de patients, on va faire la méthode Euray qui est moins coûteuse, mais du coup, où on aura des valeurs manquantes. Et on aimerait bien quand même savoir la valeur de ces valeurs manquantes. Donc, l'idée, ça serait de prédire les valeurs manquantes de l'Euray en se basant sur toutes les autres données observées.
Mais il faut bien prendre en compte quelque chose, c'est que les sites CPG, donc ils sont identifiés par leur place sur l'ADN. Là, si on imagine que la ligne du haut, c'est l'ADN et que les C, c'est les sites CPG, on voit qu'on en a qui sont proches, puis il y en a qui peuvent être très loin les uns des autres, tout simplement parce qu'au milieu, il n'y a pas d'autres sites CPG, c'est d'autres nucléotides. Et du coup, ce qui est important à savoir, c'est que quand la valeur de méthylation va avoir une corrélation, c'est-à-dire que lorsqu'on a des sites CPG qui sont proches, ils ont tendance à avoir une valeur de méthylation qui va être liée, alors que ceux qui sont éloignés vont pas avoir vraiment de lien. Donc, il va falloir prendre en compte ça. Donc, par exemple, sur notre matrice, quand on le représente de façon matricielle, on peut avoir deux colonnes qui sont côte à côte et qui ont une distance sur l'ADN de 2, donc assez proche, et deux autres colonnes qui sont aussi côte à côte sur notre matrice, mais qui sont très éloignées sur l'ADN. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et donc, je disais, on a beaucoup de sites CPG, mais on va plutôt travailler chromosome par chromosome. Donc, on aura 1 million de sites sur un chromosome et un nombre de patients de l'ordre de la centaine. Et l'objectif, c'est donc de prédire les valeurs manquantes par la méthode de Ray. Alors, pourquoi la factorisation matricielle? Donc, j'ai parlé de ça au début. Donc, l'idée de la factorisation... Est-ce que vous m'entendez? Parce que c'est bon, vous m'entendez toujours? Oui. Oui, oui, tout est sous contrôle. Ah, parce que j'ai cru que ça allait couper. Donc, du coup, la factorisation matricielle, donc là, on a notre matrice, donc avec des valeurs manquantes. Et donc, l'idée de la factorisation matricielle, c'est de décomposer cette grande matrice en deux matrices latentes, donc U et V, qu'on appelle classiquement U et V, telles que U transposé fois V nous redonne la matrice Y. Donc là, U, ça va être une matrice avec en nombre de lignes, enfin, U transposé aura autant de lignes que la matrice Y et V aura autant de colonnes que la matrice Y. Et les colonnes de U transposé et les lignes de V correspondent au rang de la décomposition matricielle. Donc, une fois, et l'objectif, ça va être d'estimer les éléments de U et V pour reconstruire ces Y. Donc, ensuite, pour prédire les valeurs manquantes, il suffira de faire U transposé fois V et on aura la prédiction de nos valeurs manquantes. Mais la difficulté, c'est d'estimer les éléments des matrices U et V. Donc là, il y a des méthodes classiques qui se basent principalement sur minimisation d'une fonction de perte, qui est en gros la norme de la matrice Y moins U transposé fois V sur les valeurs observées. Donc la première méthode, c'est une méthode qui s'appelle factorisation matricielle non négative. Donc là, on minimise vraiment la fonction de perte. C'est basé sur des algorithmes d'optimisation. On a aussi des fonctions de régularisation qui permettent de stabiliser l'optimisation. Ensuite, les méthodes suivantes sont des méthodes du type plus probabiliste, c'est-à-dire qu'on va mettre des lois sur les deux premières, on va mettre des lois sur les lignes de U et V, et les deux dernières, on va mettre des processus gaussiens sur les colonnes de U et V. Donc, je vais plutôt m'intéresser aux deux dernières. Donc, l'avant-dernière, c'est la factorisation matricielle à noyau probabiliste. Donc là, on va mettre des processus gaussiens sur les colonnes de U et de V. Et par contre, ce qu'on va devoir faire, c'est définir la matrice de covariance pour U et V. Donc, il va vraiment falloir la donner. Et ensuite, pour estimer les valeurs de U et V, on va maximiser la log postérieure. Le souci ici, c'est qu'en fait, on ne connaît pas forcément la forme de la covariance de U et V, de la matrice de covariance, des matrices de covariance. Donc, on va plutôt se tourner vers une autre méthode qui s'appelle, que j'ai nommée Gaussian Process Matrix Factorisation. Enfin, il y a plusieurs noms, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, mais il y a plusieurs noms dans la littérature. Du coup, là, c'est pareil, on va mettre des processus gaussiens sur les colonnes de U et V, mais là, la covariance, au lieu de la définir de façon brute comme une matrice qu'on connaîtrait, là, on va plutôt mettre un noyau de covariance avec des hyperparamètres. Et en fait, on va mettre des lois a priori sur ces hyperparamètres qui nous permettent de ne pas trop influencer en fait, le processus gaussien et de vraiment se baser sur les données. Le problème, c'est qu'ici, on va devoir, pour estimer les paramètres, faire du Monte Carlo Markov Chain, donc par exemple du Gibbs ou du Variational Bayes, qui est souvent très coûteux. Alors, comment les appliquer sur nos données de méthylation et quelle méthode choisir finalement? Donc, juste nos données, on disait qu'on avait un nombre de patients, un nombre de lignes qui correspond au nombre de patients de l'ordre de la centaine. On a beaucoup de sites, donc beaucoup de colonnes de l'ordre du million, et on a une corrélation spatiale entre les sites. Donc, intuitivement, on va se tourner vers la méthode de factorisation par processus gaussien, donc la dernière dont j'ai parlé, qui répond pas trop mal à notre problématique.
Le problème, c'est qu'avec cette méthode, on doit choisir le rang. Donc, ce dont je parlais tout à l'heure, le rang de la décomposition, ce n'est pas forcément évident. Et en plus, la méthode d'estimation peut être coûteuse avec Gibbs et parfois instable avec le variational base. Donc, l'idée, ça serait, on pourrait utiliser cette méthode, mais heureusement pour nous, il y a une dernière méthode qui a été développée qui est vraiment basée pour les données de méthylation. Donc, c'est les processus gaussiens non séparables. Elle est quand même proche des factorisations matricielles, mais elle a été vraiment développée pour les données de méthylation. Et donc, on va s'intéresser à cette méthode-là, sachant que les méthodes dont je vous ai parlé de factorisation matricielle ont été vraiment développées plutôt pour les systèmes de recommandation. Par exemple, avec Netflix, où on essayait de prédire la note que les personnes auraient pu donner à certains films, je ne sais pas, peut-être que ça parle à certaines personnes. Et du coup, c'est des méthodes qui ont été développées il y a assez longtemps. Et là, c'est vraiment une nouvelle méthode qui est basée sur les données de méthylation, qui est développée pour les données de méthylation. Donc, juste une comparaison avec la méthode de factorisation matricielle par processus gaussien et cette méthode qui est les processus gaussiens non séparables. Donc, dans les deux cas, on a Y qu'on va décomposer en U transposé V. Par contre, dans le cas de la factorisation matricielle par processus gaussien, on a des processus gaussiens sur U et sur V, alors que pour les processus gaussiens non séparables, on va juste estimer la matrice U et on va mettre un processus gaussien uniquement sur les colonnes de V. Donc, on va avoir, ce n'est pas exactement la même modélisation. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on n'a pas de rang à choisir parce qu'en fait, le rang sera égal au nombre de lignes dans le rang de la décomposition matricielle et qu'on a une estimation des paramètres qui est assez rapide et stable. Donc, rapidement, je vais vous parler de comment s'articule cette estimation sans vraiment rentrer dans les détails. Donc, on a notre matrice, donc comme c'est exactement la même matrice que tout à l'heure, et juste, donc on a les méthodes, les données Euray en bas qu'on a obtenues avec la méthode Euray et en haut en séquentiel, et on essaye de prédire les cases noires. Donc ici, pour commencer à estimer U transposé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va uniquement regarder les colonnes où on a toutes les informations, c'est-à-dire les sites où la méthode Euray a aussi donné un niveau de méthylation, on ne s'intéresse pas aux autres sites. Donc, on va reconstruire cette matrice, donc une sous-matrice Y qui aura moins de sites du coup, et on va faire une décomposition SVD pour estimer U transposé. Et ensuite, on aura une estimation de V, mais qui ne correspond pas au vrai V d'ici de la décomposition matricielle, car il y aura moins de colonnes. Mais ça, cette sous-matrice V, on va dire, va nous permettre d'écrire un maximum de vraisemblance et de trouver les hyperparamètres qui décrivent le processus gaussien. Donc ça, c'est vachement plus rapide que faire du Monte-Carlo ou du Gibbs. Et du coup, c'est vraiment très intéressant de travailler comme ça. Et ensuite, il restera juste à prédire les cases manquantes. Donc, la prédiction s'articule en deux étapes. Donc, la première étape, c'est vraiment, on va travailler colonne par colonne. Donc, on va prédire toute une colonne, toute une colonne où il y a des valeurs manquantes, sachant toutes les colonnes où il n'y a que des valeurs observées. Donc, en gros, c'est les colonnes blanches et noires, sachant les verts. Et la deuxième étape, c'est on va travailler ensuite ligne par ligne, c'est-à-dire qu'on va regarder là sur cette ligne. Et cette colonne, on va pouvoir affiner notre prédiction en disant on prédit noir par rapport au vert qu'on a déjà vu tout à l'heure et au blanc. Donc ça, vraiment, juste, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée ici, c'est qu'on va pouvoir vraiment écrire des équations du type équation de Krigage, je ne sais pas si ça parle à certains, et on va avoir des prédictions qui vont vraiment se baser sur toutes les valeurs observées autour. Et du coup, ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, on peut le faire parce qu'on est dans le cadre des processus gaussiens. Donc, ici, je vous ai présenté donc, cette dernière méthode qui nous permet finalement de travailler avec nos données de méthylation. Donc, ça, c'est super. Sauf que nous, on aimerait rajouter des choses à cette méthode. Donc, toujours dans le cadre de cette méthode de processus gaussien non séparable, ce qu'on aimerait faire dans ce postdoc, c'est par exemple rajouter des informations. Parce que là, on a utilisé juste les valeurs observées. Donc, pour certains patients, en certains sites, on a un niveau de méthylation et on veut prédire pour d'autres niveaux de méthylation. Mais dans nos données, nous, on peut avoir d'autres informations qui sont est-ce que le patient est malade ou non. Donc ça nous donnerait, par exemple, on sait que lorsque le patient est malade, on va avoir des données de méthylation qui vont être altérées. Donc imaginons là sur la courbe, on voit deux tendances. On a une tendance qui est constante, donc un groupe de patients qui semble être
peut-être c'est le fonctionnement sain, et un groupe de patients qui ont des données de méthylation altérées, qui ont l'air de suivre une sorte de sinusoïde. Bon, là, c'est très schématique, en vrai, c'est pas comme ça. Mais du coup, on aimerait ajouter cette information, ça va nous permettre d'affiner notre prédiction. Et pour ça, on aimerait partir sur, par exemple, mélanger GASP avec des modèles additifs du type GAN, donc modèle additif généralisé. Et aussi, on a une deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on a vu que nos données, elles viennent de 2 méthodes différentes, donc séquençage et ERET. Et ça, je pense, c'est très important de le prendre en compte aussi parce que c'est pas du tout la même façon de récupérer les données. Donc, potentiellement, on n'a pas du tout la même variance sur ces données. On a peut-être des erreurs de mesure qui sont pas les mêmes ou des différences au niveau même des différences de niveau, quoi. On va pas avoir un décalage, par exemple. Donc là, l'idée, ça serait aussi de l'ajouter dans notre modèle en faisant, par exemple, je ne sais pas, de la multifidélité ou un effet de pépite. Donc voilà, en gros, les pistes, donc le début de mon postdoc avec les pistes de recherche qu'on a. Donc merci beaucoup pour votre attention. Et je voulais juste rajouter que mon postdoc est financé par la chaire FRQ et Ivado, donc par Aurélie, et aussi par le CRM et CANSI. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous écoute. Merci beaucoup. Tous les deux pour cette présentation, c'est très intéressant. On a déjà une question dans le chat, donc je vais la lire à voix haute. Quand on mesure la méthylation avec la technologie moins chère, est-ce que la méthode utilisée est le même? Whole genome bisulfite sequencing versus targeted region bisulfite sequencing or Epic Illumina 450K. Alors, ça me parle pas trop, donc... Ouais, c'est des méthodes de mesure de méthylation, effectivement. Donc, moi, je suis pas une experte là-dessus, mais si j'ai bien compris, c'est pas du coup les mêmes... Enfin, je sais pas si Aurélie, tu pourras en dire plus, mais a priori, c'est pas les... Vas-y, je te laisse. Oh non, oui, non, c'est pas la même chose, effectivement. Ouais, c'est pas la même chose. Pas de la même façon, sauf qu'il y a pas mal d'études qui ont été publiées justement qui comparaient les deux techniques sur les mêmes sites, voir si ces techniques étaient fiables, enfin d'une technique à l'autre, si le niveau de méthylation observé était fiable. Et les études convergent quand même pour montrer que il y a quelques différences, mais globalement c'est reproductible et donc on peut utiliser l'un pour prédire l'autre. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est aussi une des pistes de la fin de se dire, même si on peut utiliser l'un pour prédire l'autre, on va quand même prendre en compte le fait que c'est pas la même méthode de récupération de données. Donc, j'espère que ça répond à la question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les écrire soit dans le chat ou ouvrir vos micros. Sinon... En attendant, j'aurais une question un peu naïve. Donc, pour vous, Dr. Ribaud, la famille de méthodes de factorisation de matrices que vous utilisez, vous avez dit que c'est spécifique à votre projet, mais le problème de méthylation, est-ce que ça pourrait être utilisé dans d'autres types de problèmes, d'autres types de projets? Est-ce qu'il y a des caractéristiques d'une base de données qui pourraient bénéficier de ce type de méthodologie au lieu de peut-être du machine learning qu'on utilise? Ou est-ce que c'est vraiment spécifique au problème de méthylation? Mais alors justement, c'est une bonne question parce que en fait, les méthodes donc de factorisation matricielle, on peut les appliquer à tous les cas. Et en fait, cette méthode-là, globalement, elle pourrait être appliquée pareil à plein de cas où en fait, on a un nombre raisonnable de lignes. Donc dans les cas vraiment de big data, par exemple de systèmes de recommandation où on a vraiment beaucoup de spectateurs, par exemple, et de films, ça va pas vraiment être adapté. Par contre, dans des cas où on aura un nombre peut-être plus raisonnable de lignes, ça pourrait être adapté. Après, il faut bien sûr qu'il y ait un intérêt à mettre des processus gaussiens donc sur les colonnes. Mais bon, après ça, par exemple, dans le transport, je sais pas, Aurélie, peut-être toi, dans le transport, ça pourrait être appliqué,
Oui, on le fait déjà dans le domaine du transport, c'est-à-dire nos lignes, c'est des sites sur le réseau routier, d'accord? Et nos colonnes, ça va être des nombres de voitures qui passent à chaque temps. Donc, on mesure toutes les demi-heures le nombre de voitures. Donc voilà, donc c'est… Oui. Mais les factorisations matricielles ont été développées pour les systèmes de recommandation à la base, d'accord? C'était vraiment dans ce domaine-là. Après, la façon dont on estime les paramètres, etc., selon les domaines d'application, ça peut changer, notamment les processus gaussiens, ça dépend de la structure de corrélation dans les données. Donc voilà. Merci, c'est exactement ce que je voulais savoir. On a un commentaire, merci beaucoup pour les exposés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques minutes. J'aurais une autre question, parce que je travaille avec des données en santé, donc le projet que vous avez présenté avec les réseaux routiers m'intéresse beaucoup parce que je travaille en prédiction. Puis j'ai ce problème avec mes données. Est-ce qu'il y a une façon que vous gérez le fait que peut-être les personnes qui utilisent l'application pour voir tout la qualité de leur conduite, c'est plutôt des bons conducteurs, puis les accidents, ça vient des mauvais conducteurs. Est-ce que vous choisissez les… Non, mais là, c'est un gros biais des données d'assurance. D'abord, c'est effectivement ceux qui conduisent bien vont avoir tendance à choisir ce mode-là, forcément. Ouais. Et puis, en plus de ça, il y a un énorme problème d'erreur de mesure parce que, c'est-à-dire, quand moi, je suis dans l'autobus, enfin, mettons que j'ai l'application sur mon cellulaire, quand je suis dans un autobus, ça va enregistrer les données pareil. Donc là, il faut que je dise que non, je suis dans un autobus, je ne suis pas dans ma voiture. Si je suis passagère d'une voiture de quelqu'un qui conduit mal, il faut que je dise non, mais là, c'est pas moi, j'étais passagère. Ou même si je conduis mal, à la rigueur, je pourrais très bien dire, oh ben non, mais là, c'était pas moi, a posteriori. Donc, bref, il y a toutes sortes d'enjeux là énormes sur ces données-là, justement, ces capteurs de mouvement-là. Ouais. Merci. Donc, on a tous les liens dont on a mentionné au début dans le chat pour tout le monde, par rapport à Ivado, ses services aux étudiants puis le comité étudiant. S'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, un grand merci à vous deux et à tout le monde qui a participé. Et puis, on a un autre café scientifique le mois prochain, donc ce sera avec le laboratoire de prof Boissy, l'Université de Montréal en neurosciences, puis IA, ce sera le 8 août, je crois, ou le 9 août. Le 9, oui. Le 9 août. Donc, même heure, même poste, donc de midi à 13h le 9 août. Donc, on vous attend. Donc, merci à tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci encore. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir tout le monde.